Bonjour professeur Raoult, merci beaucoup de nous recevoir dans votre IHU de Marseille et en particulier dans cet amphithéâtre dans lequel vous enseignez, vous donnez vos cours notamment avec Margot de Frouville. Bonsoir Margot, bonsoir, la chef du bonsoir, service santé de BFM TV. Eh bien, nous voudrions revenir avec vous sur cette épidémie qui a marqué la France, le monde, sur la manière dont vous avez aussi joué un rôle éminent, important pour les uns. Vous avez dit vous-même, je suis une star, on va y revenir, et aussi nocif pour les autres. Hein. Il y en a qui disent ça. Alors, première question, à votre avis, quel rôle avez-vous joué dans cette crise? Vous, comment vous définissez-vous? Donc, j'en sais rien parce que, si vous voulez, je crois que c'est l'histoire. Et je pense que beaucoup de gens oublient que c'est l'histoire qui décide, si vous voulez. Donc, le rôle qu'on joue, vous savez, je sais bien, ça reviendra probablement plusieurs fois. Vous savez, on habite tous des écosystèmes différents. Moi, dans mon écosystème, j'ai mon propre écosystème, j'ai celui de mon travail, celui de ma famille, celui de mon histoire. Et donc, quand je dis quelque chose qui m'intéresse, c'est de pouvoir l'entendre 10 ans après, ça va devenir de plus en plus difficile avec le temps, et de ne pas avoir honte de ce que j'ai dit. Vous voyez, donc, ce qu'on dit au jour le jour ou ce qu'on pense au jour le jour ne me touche pas. Ça n'a pas vraiment d'importance pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est d'être en accord avec moi-même 10 ans plus tard. Justement, si on revenait au 23 janvier, à la veille des premiers cas confirmés officiellement sur le sol français, que feriez-vous différemment en tant que chercheur, en tant que médecin? Que diriez-vous différemment? Rien. Rien. Vous êtes critique quand même, vous avez une observation sur ce qui s'est passé? Mais encore, oui, sur ce qui s'est passé, oui, mais si vous voulez, encore une fois, à chaque fois, il faut distinguer. J'ai toujours parlé, si vous voulez, en mon âme et conscience. Donc, j'ai pas d'intérêt financier dedans. Je m'excuse de vous dire ça, mais honnêtement, la notoriété que j'ai acquise à cette occasion me pèse plus que ce qu'elle ne m'intéresse. Je m'en fous un peu. Ce qui m'intéressait, si vous voulez, quand j'étais jeune, je voulais avoir de la notoriété chez mes pairs, chez les gens qui font mon métier. Je voulais être reconnu, je l'ai été, j'ai eu une quantité de prix considérable. Je suis content de ça parce que même si c'est l'estime de moi-même que je cherche, vous voulez, l'estime de moi-même est un peu balancée par l'estime des autres, mais c'était pas, j'ai pas d'intérêt à avoir une notoriété dans le grand public. C'est arrivé, mais justement, on va en parler parce que c'est quand même la spécificité de cette période. Vous avez joué un rôle important, vous avez été très médiatisé, vous avez proposé un traitement, on le rappelle, hydroxychloroquine plus azithromycine, un protocole en quelque sorte, qui a suscité des passions, on va y revenir. Mais je voudrais qu'on réécoute ce que vous avez dit dans votre vidéo hier. C'était une vidéo sur votre chaîne YouTube que vous faites régulièrement. C'est vrai qu'elle était frappante. On l'écoute ensemble. Il y a une haine des vraies élites. Les vraies élites, c'est nous, en réalité. Donc les gens disent pourquoi les élites vous aiment pas? C'est pas les élites qui n'aiment pas, c'est eux qui n'aiment pas les élites. Moi, je suis une star des maladies infectieuses. J'ai tout eu, j'ai un cursus qui fait rêver à peu près n'importe qui, aussi bien la fonction officielle. J'étais le plus jeune président de l'Université de France, le plus jeune président médecin. Le plus jeune de tous les professeurs de la classe exceptionnelle, le professeur le plus ancien dans le grade le plus élevé de tout ce pays en médecine. J'ai tout eu dans ma vie. Donc, si vous voulez, c'est moi l'élite. C'est pas l'élite qui me critique, c'est la non-élite qui critique l'élite. Et c'est un problème dans ce pays. Et moi, je pense que le président devrait s'en préoccuper parce que les stars s'en vont de ce pays. Alors, je suis une star. Il y en a qui peuvent se dire, il n'est pas mégalo un peu, le professeur Raoult? Oui, c'est pas moi qui... Vous savez, la mégalomanie, c'est les gens qui ne sont pas capables de voir la grandeur qui parlent de ça. Les mégalomanes, c'est ceux qui parlent de grandeur et qui ne l'ont pas. Vous en faites ce que vous voulez. Les gens pouvaient toujours dire que De Gaulle était mégalomane ou Churchill était mégalomane. Ça m'indiffère ce qu'ils en pensent. Encore une fois, il y a un problème dans les sciences dans ce pays. Pardon, je veux vous dire que dans notre sondage ce soir, Elab, 40% des Français ont une opinion positive de vous, 60% en PACA. Donc votre notoriété, votre popularité, elle existe. Et d'une certaine façon, voilà, vous êtes presque sorti du champ médical, vous êtes sur le champ de l'opinion publique. Oui, mais encore une fois, pour revenir à votre question précédente, qui était intéressante, il y a, je trouve, sans vouloir être désagréable, parce que quand c'est pas nécessaire, je ne suis pas désagréable, je trouve que la capacité à analyser la place des uns et des autres en science dans ce pays est mauvaise. Donc je pense que vous êtes plus compétent pour regarder les joueurs de foot
D'accord ? Donc si on vous demande qui sont les meilleurs joueurs de foot, je pense que tout le monde le sait partout. Si on vous demande quels sont les 10 meilleurs chercheurs français, les gens ne le savent pas. Et je pense que vous-même, vous avez des difficultés à les regarder parce que la formation pour ça, les outils pour ça ne vous sont pas connus ou ne sont pas utilisés. Et ça vous amène à penser que, je l'ai dit une fois, et puis vous ne l'avez pas entendu la dernière fois, que c'était comme si vous... Je ne sais pas que je suis de très près le football, mais enfin, quand même, c'est difficile de ne pas entendre parler. À Marseille, le football, quand même. Hein. Mais si vous voulez, c'est comme si vous compariez Mbappé à gardien de but de 3e division. Au bout d'un moment, vous savez que Mbappé n'est pas pareil, mais que vous ne sachiez pas que moi, je ne suis pas pareil. Vous êtes le Mbappé de la médecine, de la recherche. Ça va faire plaisir aux Parisiens. En France, oui. C'est-à-dire qu'en tout cas, quels que soient les éléments que vous preniez, vous ne trouverez jamais en dehors des 10 premiers. Quels que soient les éléments que vous preniez, quels que soient les marqueurs que vous preniez. Justement, on sent bien que vous avez envie, et on le voit, finalement, de nous rappeler quels sont vos faits d'armes. Et ils sont nombreux et ils sont reconnus internationalement. Votre image grand public, elle est là, elle est claire. Mais est-ce que vous êtes inquiet parce que votre image auprès de vos pairs dans le milieu médical se serait écornée pendant cette crise ? Non, je pense pas ça. Si vous voulez, je pense... Écoutez, moi j'ai été... vous croyez que c'est pour moi, parce que encore une fois, je pense qu'il y a une personnalisation dans toutes les crises et il faut bien trouver quelqu'un qui symbolise cette crise. Donc je pense que c'est comme ça. Je pense que... Et vous en êtes le symbole ? Oui, c'est tombé sur moi. Bon. Mais vous l'avez voulu ou pas ? Non, pas du tout. Ah. Non, mais pas du tout. Non, mais vous, encore une fois, vous jugez dans votre écosystème et pas dans le mien. Moi, ce que j'ai voulu, la seule chose que j'ai voulu, ce que j'ai pu faire, c'est dire je résiste à tout parce que dans ma famille, on résiste à tout. Voilà. Ça, je veux. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça ne m'ennuie pas que les gens me tapent dessus, parce que ça me montre que je suis capable de supporter l'extrême. Vous voyez, dont nous parlions. C'est une des maximes que vous avez affichées dans les murs, sur les murs de l'IHU. Exactement. Exactement. Et bien entendu, ça, c'est ce qui me permet d'avoir l'estime de moi. Et je vous assure que c'est quand même ce qui compte le plus, c'est l'estime que j'ai de moi et l'estime que ma famille a de moi. Y compris ma famille passée. Quand même, vous dites, vous déplorez le climat passionnel qui se déchaîne, motivé par la haine de Trump et Bolsonaro. C'est un compagnonnage qui vous déplaît. Mais je n'ai rien à voir avec ces gens. Je n'ai rien à voir avec ces gens. Moi, que Trump, moi, ça ne m'a pas rendu service que Trump aime l'hydroxychloroquine, honnêtement. Il y a d'un coup tous les anti-Trumpistes qui se sont trouvés des anti-chloroquine parce que je ne sais pas quoi. Ils font des assimilations étranges, si vous voulez. Mais je peux vous dire, je regardais tout à l'heure le nombre de pays dans lesquels l'hydroxychloroquine est recommandée. Dans les États-Unis, c'est pas vraiment recommandé. Ça concerne 4,5 milliards de personnes sur 7 milliards. Donc quand on en fait une histoire parisiano-marseillaise, je pense qu'on est cinglé. Donc si vous voulez, il y a 4,5 milliards de gens qui vivent dans des pays dans lesquels l'hydroxychloroquine est recommandée en prévention. C'est-à-dire votre traitement ou en thérapeutique, associé ou non avec l'azithromycine. Donc il faut arrêter de personnaliser les choses à ce point. Juste un mot quand même. Vous avez une chaîne YouTube, il y a des millions de vues. Vous avez des followers par centaines de milliers sur Twitter. Vous faites des vidéos chaque semaine. Donc je le disais, vous êtes sorti un peu du champ médical aussi pour parler à l'opinion publique. Vous savez ce qu'on dit ? Il fait du populisme sanitaire. Non, mais est-ce que je me fous de ce qu'on dit, mais j'ai fait... à force, non, comment vous réagissez ? Écoutez, j'ai trouvé, j'ai pensé ça, encore dire que je suis mégalomane, mais je m'en fiche. J'ai pensé qu'il n'était pas normal que les gens n'aient pas accès à la connaissance que je crois actuelle, directement. Et que la connaissance que j'ai n'est pas médiée. Donc... Et on le voit dans cette crise. Qu'elle ne passe pas par les médias, donc. Donc elle ne passe plus par les médias. Elle passe par nous quand même ce soir. Très bien, ce soir elle passe par nous. Merci. Et donc on a fait une chaîne, dont je ne sais pas si vous avez vu le nom, je considère que d'avoir le droit d'être intelligent fait partie d'une minorité en danger actuellement. Donc le fait, et je maintiens ça, et on le voit bien avec cette histoire de chloroquine, des gens qui sont censés être intelligents ont d'un coup des réactions passionnelles sur la chloroquine à propos de Trump, et je pense que c'est des réactions d'imbéciles. Donc je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on a le droit d'être intelligent, c'est-à-dire on a le droit de... Chaque fois qu'on dit quelque chose, ça ne témoigne pas du fait que l'on est de gauche ou de droite ou de ceci ou de cela. On a le droit d'être subtil, on a le droit d'être intelligent et on a le droit d'expliquer les choses. Quel bonheur! Quel on bonheur. a le droit.
On a le droit, quel bonheur. Alors, il y a une polémique qui est récente, là, qui date de quelques jours. Que vous avez baptisé le Lancet Gate. Avec cette étude, vous avez été l'un des premiers à relever les incohérences, dont certaines ont été corrigées par la revue, qui a publié hier soir d'ailleurs une mise en garde à l'intention des lecteurs. Était-ce une erreur de la part du gouvernement d'interdire la prescription d'hydroxychloroquine, ou plutôt d'abroger la prescription dérogatoire dans le Covid? Je pense, pour vous reparler sur quelque chose que je crois, je vous avais promis que je vous en parlerai plusieurs fois, pour vous parler d'écosystème. Je pense que ce que Barr appelait le microcosme, ce que moi j'appelle l'écosystème, la création d'un écosystème commun entre la politique et le journalisme, je pense que c'est une erreur. Voilà, profondément. C'est-à-dire que le principe même, vous savez que j'ai eu dans le giron de ce que je dirigeais une école de journalisme, donc que j'ai dû restructurer entièrement, donc j'ai beaucoup discuté avec eux, j'ai beaucoup appris. Donc vous avez déjà réfléchi sur la presse, et c'est pour ça que vous utilisez, au-della des médias traditionnels, des médias plus directs pour parler aux Français. Pas seulement ça, je pense qu'il y avait un malentendu, qu'ont beaucoup de gens. J'ai discuté avec les gens, et donc on avait des journalistes qui étaient bi-appartenants, c'est-à-dire qui faisaient des cours chez nous et qui étaient... Mais là, concrètement, on vous demande un truc simple, c'est est-ce que le gouvernement a fait une bêtise? Est-ce que c'est dommage? Est-ce qu'il y a des vies qui ont été en danger parce qu'il a interdit l'utilisation de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine à l'hôpital? Je vous ai dit, on a le droit d'être intelligent, donc je ne vais pas vous répondre oui ou non, je vais vous expliquer ce que je pense être le contexte, qui n'est pas celui de ce ministre, qui est un contexte général. Que vous appeliez journaliste, c'est-à-dire, et qu'éventuellement vous fassiez des communications quotidiennes, ça veut bien dire c'est que vous êtes au jour le jour, et c'est votre métier. Mais si les politiques deviennent au jour le jour, alors nous avons vraiment un énorme problème. Et c'est un peu ce qui se passe. Donc il est allé trop vite. Donc il a réagi à la presse, il ne faut pas faire ça. Donc c'est un vendredi soir en plus, si vous voulez, quand on a... Et en plus, je redoute que les capacités autour de lui d'analyse réelle, de travail. Vous savez, ça demande du travail d'analyser les choses. Il y a trop, les choses jasent trop, zappent trop vite, les gens ne prennent pas le temps de l'analyse, du travail. Vous savez, moi je review 5 à 6 papiers par jour, c'est mon métier. Depuis des années, je suis éditeur de la plupart des journaux de maladies infectieuses. C'est mon métier. Vous ne pouvez pas me leurrer comme ça. Que les gens du Lancet soient fait leurrer par des choses aussi fantasques, c'est inimaginable. Quelles conséquences alors de cette décision précipitée ou trop rapide pour les patients notamment? Les patients, fort heureusement, ici, il n'y en a plus. Alors, donc, de toute manière, quoi qu'il arrive, il parlait d'interdiction d'expérimentation. Vous savez, après... on est un peu en désaccord avec, comme vous l'avez vu avec le directeur de l'ANSM. L'Agence nationale de la sécurité du médicament. Oui, c'est intéressant d'ailleurs, ce qui devrait amener à réfléchir, si on veut bien réfléchir, encore une fois. Est-ce que je peux préciser exactement ce dont il s'agit? En fait, il y a un malentendu sur... Vous avez fait 3 essais? Non, j'ai fait un essai. Vous avez fait un essai et du soin. Alors, peut-être Margot peut nous le rappeler. Une étude donc, du 27 mars sur 80 patients. Et la question, c'était de savoir si c'était de la recherche ou du soin, parce que si c'était de la recherche, un essai, il y avait des règles à respecter. Et la question, c'est de savoir est-ce que vous en êtes affranchi? Pas du tout. Encore une fois, une des folies qui a pris ce pays dans cette situation, qui a des raisons très profondes, c'est que beaucoup de gens qui ont fait ce métier d'infectiologue, depuis des années, sont à l'intérieur d'essais organisés par l'industrie et que tout malade est devenu susceptible de rentrer dans un essai. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que dans cette épidémie, pour moi, il fallait gérer ça comme la guerre, si vous voulez, et que ce dont on me parlait à chaque fois, c'était d'essais de recherche. Je ne suis pas suspect de ne pas faire de la recherche, je passais ma vie à faire de la recherche. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la gestion des crises, il y a un temps pour le soin, et puis il y a un temps pour la recherche. Donc moi, je suis en désaccord depuis le début. Vous savez que j'étais en désaccord avec le conseil scientifique, parce que pour moi, la question, c'était pas de savoir si on avait protocolisé les gens dans un essai pour la remdesivir, dont le résultat ne sortirait pas avant la fin de l'épidémie. Mais n'auriez-vous pas eu le temps de faire les deux, du soin et de la recherche, parce que vous aviez une super cohorte de 3700 patients? Vous auriez pu faire un groupe contrôle, comme ça on aurait pu savoir ce qui relevait de l'évolution naturelle de la maladie. Non mais encore une fois, taisez-vous, vous m'avez posé une question, je vous réponds. Écoutez-moi, je vous le dis, moi, dans cette situation, mon devoir à moi, c'est de soigner les gens. Au bout d'un moment, que les gens soient aveugles, ne lisent pas, c'est pas mon problème. Les Chinois, nous, on a testé le virus in vitro. Les Chinois ont rapporté, depuis, ils ont rapporté dans
Lancet aussi, l'efficacité de l'hydroxychloroquine en disant que ça marchait. Nous, on a fait... Au début, mais après, il y a eu d'autres études chinoises qui ont montré que ça avait peut-être des effets non bénéficiaires ou peut-être toxiques. Les premières, oui, mais pas les dernières. Non, écoutez, je peux vous dire, aussi, c'est mon métier. Alors, je voulais jouer avec mon métier, vous jouez avec mon métier. Mais moi, je peux vous dire, on vient de faire une vraie méta-analyse, mais de gens sérieux, qui lisent de A à Z ce qui se passe, y compris de regarder les bidouillages entre ce qui était mis en préprint et ce qui était mis en version définitive. Ce qui est extraordinaire, hein, le BMJ a tripoté deux études pour enlever pour enlever les résultats qui montraient. Alors c'est très intéressant parce que quand vous regardez ça, vous avez la moitié des études qui sont d'un côté, qui sont les études il y a 4 études randomisées, 3 qui disent que la chloroquine marche mieux que le placebo et une qui dit que le placebo marche de manière équivalente à la chloroquine. Il y a 5 études observationnelles faites par des médecins qui rapportent leur expérience. Qui sont des études comparatives non randomisées, elles sont toutes en faveur de la chloroquine. Et il y a 3 méta-analyses qui sont faites par des gens qui n'ont vu aucun médecin, y compris d'autres qui sont des pieds nickelés, qui montrent que l'hydroxychloroquine ne marche pas. Et c'est exactement opposé. Donc, mais vous aviez les moyens d'en faire une l'essai randomisé avec le groupe contrôle. Randomisé, c'est-à-dire, il faut on rappelle l'essai avec des gens tirés au hasard. Je ne sais pas comment vous le dire. Moi, à chaque fois que je vois un malade, je ne me pose pas la question de savoir si je vais faire un essai. Je me pose la question de savoir si je vais le soigner. Vous auriez dû faire les deux et... Non, mais si je fais les deux, ça veut dire... Vous avez... Écoutez, moi, si je vous dis, écoutez, maintenant, j'ai la conviction, parce que j'ai lu la littérature, parce que j'ai commencé à faire un travail, qu'il y a un traitement qui marche. Mais finalement, parce que les autres ne sont pas contents, je vais tirer au sort pour savoir si vous avez le médicament dont je pense qu'il marche ou rien du tout. Qu'est-ce que vous allez me dire ? Mais vous l'avez bien pensé pour vous ? Attendez, on va vous dire, professeur Raoult, comme d'autres peut-être médecins, que comme médecin éminent qui connaissait extrêmement bien la théorie, les sciences, l'histoire et la philosophie des sciences, il y a des règles. Il y a d'une part la médecine d'autorité, le mandarinat. Je l'ai pratiqué, je le sais, je l'ai vu, donc j'ai raison. Ou la médecine par l'expérience, par la preuve. J'ai fait un essai, je vais vous démontrer que c'est vrai. Et donc ce qu'on vous reproche, c'est vous ne nous avez pas démontré que c'est vrai par l'essai. Mais vous pouvez nous dire, oui, parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est ça qu'ils vous disent. Oui, je sais que c'est ce qu'ils disent, je m'en fous, pour une bonne raison, c'est que ce qu'ils disent est une énorme bêtise. Donc, comme vous le dites, je fais des cours d'épistémologie, c'est-à-dire de l'histoire de science depuis 25 ans. Oui. J'ai écrit des livres sur l'épistémologie. Et c'est une des bases de l'épistémologie, justement. Pas du tout, non, mais pas du tout. C'est extraordinairement récent, et c'est 80... Dans le monde des maladies infectieuses, 97% des traitements qu'on a mis en place sont observationnels. 97%. Et si vous faisiez de l'épistémologie, il y a toute une série de travaux qui ont été faits pour comparer les études observationnelles avec les études randomisées, qui montrent qu'en général, les études observationnelles sont plutôt meilleures que les études randomisées parce qu'elles ont moins de biais. Bon, et vous pouvez le regarder, bien avant que l'histoire du Covid, pas bien avant, un mois ou deux, on avait fait ici ce qu'on appelle les jeudis d'IHU, qui s'appelle Contre la méthode, sur lequel nous avons parlé très très longuement de cette affaire-là, et en particulier... Je vais vous donner un autre exemple de ce que les gens pratiquent, ce que les gens de ce comité pratiquent, qui est quelque chose qui est juste impossible à pratiquer, qui est incroyablement immoral, qui s'appelle les essais de non-infériorité. Vous avez une idée de ce que c'est un essai de non-infériorité ? Pratiquement tous les essais qui sont faits actuellement sont des essais de non-infériorité. Vous nous l'expliquez, vous nous le réexpliquez, c'est-à-dire qu'il faut montrer qu'un médicament ne vous fait moins de mal que le précédent, que celui que vous prenez, quelque chose comme ça. Qu'il n'est pas plus nocif, quoi. Qu'il n'est pas plus mauvais que celui que vous connaissez déjà. Ça. Et donc... vous pensez, et tout ça, ça passe comme une lettre à la poste dans les CPP, dans les comités de protection des personnes et les comités d'éthique. Est-ce que vous accepteriez pour vous, vos parents, les vôtres, c'est ce qu'on appelle, nous, la stratégie de Tom. C'est-à-dire, moi, je traite les gens comme si c'était ma famille. Bien sûr. Est-ce que vous accepteriez qu'on vous dise, écoutez, ce traitement marche, on va peut-être essayer un autre médicament dont on ne sait pas s'il marche autant, et on va tirer au sort pour savoir si vous allez prendre celui qui marche ou celui dont on veut mettre en évidence qu'il ne marche pas plus mal que celui qu'on connaît. Est-ce que vous pensez que vous auriez involontaire sans aucun bénéfice ? Est-ce que ça existe, ça ? Mais vous savez que c'est 80% des essais actuels, c'est ça ? Très bien, mais ça... Et là, les méthodologistes disent rien. Mais là, vous avez raison. Donc, mais on ne comprend plus rien aux soins, là. On ne parle plus de médecine. Mais non, mais vous avez raison. On a envie d'être soignés. De toute façon, nous, ce qu'on veut, c'est être soignés dans cette épidémie qui nous a fait tous trembler. C'est normal. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous ? Sauf que, non, mais avec Qu'est-ce que vous auriez fait, avec la méthode, vous auriez Qu'est-ce que vous auriez fait, vous ?
Moi, quand on est journaliste, par exemple, on cherche à... Non, mais attendez, je vous donne un exemple. Malade. Je vous donne un exemple. Quand on est journaliste, on doit confronter ses sources. Et donc, déontologiquement, si je n'ai pas mes règles scientifiques pour faire mon travail, je ne les fais pas. C'est normal. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez ce que c'est la déontologie, le traitement pour un médecin? Vous savez ce que c'est? En tant que malade, c'est ce que vous me dites. Non, comme médecin. Mais c'est soigné. Le médecin, c'est de faire. C'est soigné, c'est Hippocrate. C'est soigné. Absolument. Compte tenu de son état de connaissance, de l'état de la science, et en prenant le moins de danger possible pour son malade. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et donc, chaque médecin est libre vis-à-vis de ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle le directeur de l'ANSM peut dire un peu ce qu'il veut. Si vous voulez, vous savez, il y a 15% des traitements qui sont donnés dans ce pays qui sont hors AMM. D'accord? Donc, je veux bien qu'il s'excite sur moi. Autorisation médicale. Ça m'amuse plutôt. Autorisation de mise sur le marché. Voilà, autorisation de mise sur le marché. Là aussi, on verra bien si on joue la même catégorie de poids à la fin. On verra bien. Un mot, je voudrais revenir quand même, vous avez dit... Mais finissons sur des choses sérieuses. Là, vous me parlez des opinions des uns et des autres dont je me fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au bout d'un moment qu'on ramène les choses à la réalité. Ce qui est tout le problème. Hein, moi, je parle de la réalité, je parle en face de gens qui parlent chez vous, qui sont complètement déconnectés de la réalité pour dire, mais vous savez, on doit faire ceci, on doit faire cela. Ils ne savent même pas, depuis quand ces règles sont appliquées, ni qui les critique, ni qui y pense. La méthode, c'est une des choses. Husserl disait ça. Vous savez, la méthode, c'est les habits des idées. Et je crois que rien n'est plus égal. La méthode, ce n'est pas une science. La méthode, c'est la manière d'organiser la réponse à une question. Donc c'est pour ça que je vous dis, on a le droit d'être intelligent. On n'est pas obligé de suivre comme des bourricots la route des autres. Maintenant, encore une fois, moi je mets dans les différents aspects de mon métier, quand je suis médecin, je mets le soin du malade en priorité. Et je pose toujours aux gens la question de ce que un Anglais a très joliment baptisé la stratégie de Tom, c'est qu'est-ce que vous faites pour vous, qu'est-ce que vous faites pour vos enfants. Et la réponse, là, elle était évidente. Et d'ailleurs, vous eussiez eu raison de faire ce que je dis. Parce que la mortalité ici et la mortalité chez les gens à qui on dit restez chez vous et prenez du Doliprane, elle n'est pas de même mature quand même. Il y en a 5 fois plus de morts quand même à la fin. Vous savez ce que répondent les médecins auxquels vous dites ça? Ils disent quand même que pour la plupart, ceux qui ont été en hôpital et qui ont traité des cas très graves, ils ont donné des antibiotiques, des corticoïdes, de l'oxygène, et ils ont soigné. C'est un peu dur quand même ce que vous dites. C'est un peu sévère avec vos collègues, sincèrement, non? Vous ne trouvez pas que c'est méchant? C'est pas, non, ce que je trouve irritant chez les collègues, c'est quand ils médisent. C'est pas la faute des collègues. Là où c'est la faute, c'est, si vous voulez, l'arrogance n'est pas du côté où vous croyez. Au début, pour des raisons qui sont des raisons techniques, c'est-à-dire que parce que les gens qui se sont appropriés cette maladie techniquement ont décidé qu'il n'y a qu'eux qui étaient capables de faire les tests, la France a été le pays dans lequel on a fait le moins de tests. Et donc, on n'a pas fait les tests, donc on ne pouvait pas faire les diagnostics. Et donc, il a fallu créer des critères cliniques pour dire il y a ceux-là qui doivent être diagnostiqués. Et en plus de ça, on ne peut pas les traiter puisqu'on fait des essais thérapeutiques. Donc une fois qu'on a dit on ne peut pas diagnostiquer, on ne peut pas traiter, effectivement les choses commencent à devenir compliquées. Et donc une des bases de ce que l'on a dit, et je sais que vous avez vu plusieurs fois mon ami Douste Blazy, qui est arrivé à ce point parce qu'il ne l'a pas supporté, je ne sais pas si vous l'avez dit, c'est une fois il est allé aider les gens au SAMU, et quand on lui a dit, écoutez, vous dites aux gens, vous restez à la maison et vous attendez à être essoufflé. Mais il se passe dans cette maladie quelque chose, je ne sais pas si on vous l'a expliqué, parce que vous n'avez pas parlé avec beaucoup de gens qui ont travaillé sur cette maladie, on a travaillé sur 4000 personnes, donc on a des données que personne au monde n'a. C'est ce qu'on appelle l'hypoxie heureuse. C'est-à-dire, la dyspnée, c'est incroyablement tardif. C'est-à-dire l'absence de respiration, c'est la difficulté respiratoire, pour préciser. Quoi on disait aux gens de venir. Bien, moi, je vais vous dire, chez les gens que nous, on a testés, donc qu'on a vu ici, donc il y a un peu plus de 4000 personnes, chez les gens qui avaient une hypoxie sévère, d'accord? C'est-à-dire moins de 92. Donc difficulté respiratoire, manque d'oxygène. Le manque d'oxygène. Eh bien, il y en avait moins de la moitié, chez ceux qui avaient vraiment des hypoxies très sévères, il y en avait moins de la moitié qui avaient un essoufflement. Chez les gens qui avaient des lésions sévères au scanner, nous aussi on a fait des scanners low dose parce que les Chinois avaient dit que chez les gens asymptomatiques, il y avait des lésions pulmonaires parfois effrayantes. Chez les gens qui sont dits asymptomatiques, d'ailleurs il y en a 60% qui ont des lésions pulmonaires, et parmi les gens qui ont des lésions très sévères, il y en avait la moitié qui n'avaient pas d'essoufflement. Donc quand je dis que la stratégie qui était basée
et qui a été plus appliquée probablement en Île-de-France que ce qu'elle n'a été appliquée ici. Ici, vous avez vu, parce que vous avez fait des tests. Donc ce que vous dites, c'est que vous avez largement fait des imageries pour voir, et vous avez constaté qu'il y avait des séquelles chez des personnes qui n'avaient pas de symptômes sur les poumons. Il n'y avait pas de séquelles, ils avaient des pneumonies qui cliniquement ne parlaient pas. Ils avaient des lésions du poumon, pour des raisons multiples qu'on commence à comprendre, y compris parce qu'il y a des troubles de la coagulation. Et donc, ces gens qui étaient asymptomatiques... Et qui sont arrivés à l'hôpital trop tard ? Chez les autres, ils sont arrivés trop tard. Chez nous, si on a moins de morts, c'est parce qu'ils sont arrivés très tôt. Et que la prise en charge, c'est pas seulement une prise en charge. Moi, je pense qu'à la fin, encore une fois, avec le temps, les choses s'éclairciront. On verra bien ce qui marche comme thérapeutique. Mais c'est pas que ça, c'est le soin. C'est-à-dire que même chez les gens précocement, il fallait surveiller s'ils n'étaient pas en train d'avoir l'oxygène qui baissait. Il fallait leur donner de l'oxygène avant qu'ils soient essoufflés. Parce que ça peut mener à des détresse respiratoire. Il fallait leur donner des anticoagulants parce que ça allait leur éviter d'avoir des embolies pulmonaires et d'en mourir. Et que donc, il fallait soigner les gens. Donc ça veut dire, vous dites, en fait, on s'est occupé des malades trop tard, on les a hospitalisés beaucoup trop tard, et on aurait pu, dès le début, s'en occuper, les soigner bien mieux avec notamment la prise, par exemple, avec ce qu'on appelle le saturateur, par exemple, du taux d'oxygène. Ça coûte 30 €. On a aussi beaucoup appris au fur et à mesure de l'épidémie. Ça, que ce soit les infectiologues, les réanimateurs. Oui, mais c'est pas sur les autres n'ont pas appris parce qu'ils les ont pas eu, les malades. Donc, si vous voulez, comme les gens, les réanimateurs, bien sûr, les réanimateurs ont fait un travail ici. Les réanimateurs ont un taux de mortalité qui doit être le niveau du taux de mortalité des hôpitaux français en général. Donc c'est extraordinaire, ils ont 17 ou 18% de mortalité. C'est extraordinaire. Ce qu'ils ont fait est magique, quoi. C'est extraordinaire. Et eux, à la différence de ce qui s'est passé dans l'Est, ils ont pris tous les âges. Et donc l'âge moyen des gens qui sont morts en réanimation à Marseille, c'est 75 ans. Vous vous rendez compte ? C'est l'âge moyen des morts. Vous vous dites que si on avait eu les moyens, c'est-à-dire les tests, et... Les moyens, c'est la volonté. Alors, on va y revenir. Si on avait eu les moyens, on aurait pu sauver beaucoup plus de gens que ce qu'on a fait ? Vraiment ? C'est ce que je crois. Ouais. C'est toute la question, de toute manière. C'est toute la question. Et donc, la volonté, on l'a pas eu, la volonté. Parce on disait qu'on n'avait pas de test. Ça veut dire qu'on n'a pas eu la volonté. Écoutez, on a demandé à des gens qui s'imaginaient avoir le monopole du diagnostic, s'il fallait faire des tests à tout le monde, ce qui veut dire qu'ils auraient perdu leur monopole instantanément, que tout le monde allait le faire. Moi, quand on m'a demandé si le privé pouvait le faire ici, vous imaginez que ça me fait de la peine que le privé fasse... On était complètement submergés, on a fait jusqu'à 4000 tests par jour. Donc, si vous voulez, donc il fallait diffuser... Vous savez, faire de la PCR avec ça ou n'importe quoi d'autre, c'est tout pareil. Enfin, la PCR, c'est l'examen le plus simple du monde. Vous avez dit hier dans votre vidéo que vous aviez fait 150 000 tests. Ouais. Avant, c'était 130 000. Combien vous en avez fait réellement? Et comment avez-vous réussi à vous fournir en écouvillon, en réactif, tout ce qui a manqué au niveau national et qui nous a mené à une stratégie restrictive? Non, c'est pas ça que vous faites à la fois les questions, les réponses et les conclusions. Alors, posez-moi une question, je vous répondrai. C'est la question... Comment vous êtes-vous fourni? Ne soyez pas désagréable, hein, alors... Non. Une question. Comment? Donc ça, c'est une question. Je veux vous dire, on s'est fourni parce que d'abord, effectivement, heureusement, on avait un peu de marge avec la Fondation qui a payé pour 1,2 million de matériel supplémentaire pour pouvoir utiliser différents types de techniques de PCR. On a répondu aux laboratoires vétérinaires qui proposaient leur aide à toute la France. Et il n'y a que nous qui leur ont dit oui. En particulier le laboratoire vétérinaire de Lyon. Ils nous ont donné de quoi faire 50 000 tests pour nous dépanner. Donc ça, c'est une chose à laquelle on a répondu. Et au fur et à mesure, il y a des tests qu'on a requalifiés. Il y a des tests c'est-à-dire que, vous savez, c'est la guerre. C'est-à-dire on passe son temps à se battre pour avoir les matériels, les réactifs. Vous voulez le savoir, il n'y avait pas de masque dans ce pays. Il n'y avait pas de gants. Il n'y avait pas de blouse. Je peux vous le dire, je ne sais pas si ça lui fera plaisir. Comment vous l'expliquez? Écoutez, il y a une désorganisation avec des gens qui ne sont pas là. Vous savez, moi je croyais depuis le départ... Vous dites quoi? Vous dites la Direction générale de la santé, le gouvernement, les responsables sanitaires n'ont pas prévu, n'ont pas fait ce qu'il fallait. Stratégie, les moyens n'étaient pas là. C'est important quand même. C'est ce que vous dites. Je pense que, si vous voulez, c'est ce que j'ai conseillé quand on me l'a demandé, c'était du domaine du secrétariat général de la Défense nationale. C'était plus le problème de la santé. C'est une question d'organisation quasi militaire. C'est une question de réquisition. Vous savez ça, les gens me l'ont dit quand j'ai discuté. Nous, à un moment, on était en rupture de stock avec Qiagen, qui était celui qui est notre fournisseur principal. Et ils nous ont expliqué, c'est pas compliqué. Trump nous a convoqués. Il n'y a plus rien qui sort d'Amérique, il gargote tout. On a fait ça aussi à un moment, on a réquisitionné aussi. Très bien, trop tard, c'est ça? Mais on l'a fait. Trop tard, et qu'il fallait faire les 3 ou 4
les 3 ou 4 boîtes qui étaient capables de faire. Et je vous assure, moi, quand j'ai rencontré les gens du conseil scientifique, il y avait 2 qui parlaient de modélisation, le 3e qui parlait de vaccins. On ne parlait pas de choses sérieuses. C'est pour ça que je suis parti. Si vous voulez, les choses sérieuses, c'est en pratique. Et vous voyez bien, vous restez sur une longueur d'onde qui est pourquoi vous ne faites pas de la randomisation. Ce qui m'intéressait, c'est de traiter les malades, les prendre en charge, de traiter les malades et efficacité. Je peux vous dire, vous savez comment on a eu les gants? Il y a Bernard Arnault qui a dit qu'est-ce qu'il m'a téléphoné. Il ne m'a pas téléphoné, il m'a fait téléphoner par un ami en disant est-ce que vous acceptez de lui parler? Je dis oui, j'accepte de lui parler. Toutes les aides sont bienvenues. Donc il m'a dit qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je lui ai dit j'ai besoin de 50 000 paires de gants. Il m'a dit bon, 4 jours après on les avait. Après, je l'ai rappelé, je lui ai dit vous pouvez m'aider encore? Il m'a dit oui. Je lui ai dit très bien, j'ai besoin de 20 000 blouses. Dedans, donc les gens ont eu des blouses livrées par LVMH, ce qui est quand même remarquable. Donc le président Macron, il est entouré de gens qui n'ont pas su faire ça? Je vous tirerai les conclusions. Non, mais je vous pose la question. Mais moi, je vous dis qu'on pouvait le faire. Après, vous à votre niveau, peut-être que les quantités sont trop importantes. Écoutez, il faut d'abord essayer. La CMA-CGM m'a livré des dizaines de milliers de masques. Donc, si vous voulez, c'est la guerre. C'est-à-dire que l'intendant, vous fixez les objectifs. Je m'excuse, moi j'ai une famille d'officiers et de médecins depuis très longtemps. Tout le monde le sait. Bon. Encore une fois, c'est ce que disait le général de Gaulle, l'intendant suivra. Vous ne demandez pas aux gens est-ce qu'on peut le faire demain, vous dites il faut le faire. Voilà, comment on fait pour faire ça? Et si les gens qui sont là ne sont pas capables de le faire, vous les changez. Peut-être qu'on va revenir juste sur le traitement qui est associé à votre nom maintenant, et on reviendra après sur l'épidémie avec vous, Margot. Mais le traitement, vous avez quand même varié plusieurs fois. Vous avez dit d'abord de la chloroquine, puis après de l'hydroxychloroquine, après de l'azithromycine. Vous avez dit d'abord il faut le donner au début, puis à la fin, puis après c'est qu'au début. Vous avez cherché, et vous êtes comme tout le monde, vous avez aussi cherché, parce que vous êtes aussi trompé au début. Vous avez aussi dit, on peut peut-être le réécouter, vous avez aussi dit que finalement, c'était pas... Tout le monde s'émouvait, tout le monde s'inquiétait pour pas grand-chose. On va l'écouter. Il se passe un truc où il y a 3 Chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle, ça passe à la radio, à la télévision. S'il y a un bus qui tombe au Pérou, on va dire les accidents de la route tuent de plus en plus, tout ça est fou. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune lucidité. Je sais pas, les gens n'ont pas de quoi s'occuper, alors on cherchait en Chine de quoi avoir peur, parce qu'ils n'arrivent pas à regarder ce dont ils pourraient avoir peur en restant en France. Voilà, c'est pas sérieux. Et si vous voulez, encore une fois, il faut laisser le temps au temps. Si vous regardez en Chine l'effet du Covid sur la mortalité en Chine, vous verrez que c'est peanuts. Ça fait 5000 morts en Chine. Vous le croyez sincèrement? C'est vrai que les scientifiques chinois sont excellents, mais vous croyez vraiment, quand vous voyez la file de familles qui vont chercher leurs urnes, qu'il n'y a eu que 4000 morts à Wuhan et dans le Hubei? Écoutez, je ne sais pas qui ment le plus au monde. Hein. Moi honnêtement, franchement, les mensonges absolument atroces qui sont sortis dans le New England Journal of Medicine, dans le Lancet, et qu'ont répercuté nos autorités françaises, je ne sais pas si les Chinois mentent autant que ça. Vous croyez qu'ils mentent autant que ça? C'est un régime autoritaire, c'est pas une démocratie, c'est tout. Oui, mais vous voyez où nous en sommes, nous. Vous n'avez pas honte, vous? Moi, j'ai honte, hein. Enfin, honnêtement. Vous savez, moi, je vois bien cette bascule vers l'Extrême-Orient. Je la vois. Hein. Mais là, maintenant, moi, je trouve qu'on est dans une situation qui est atroce. Hein. Pour des raisons qui sont multiples, là aussi, probablement le temps triera. Si vous voulez, le Lancet, le New England et le British Medical Journal, qui étaient des références pour nous, font des articles qui sont bidouillés, ils acceptent des machins, tout étant au service de leur opinion. Si vous voulez. On est en déclin. Ah, c'est pas là. Là, on est passé du côté obscur. Hein. Vous avez quelque chose qui se passe, qui est qu'il y a toute une génération de gens qui depuis 20 ans, dans les maladies infectieuses, font des essais thérapeutiques qui, d'ailleurs, de mon point de vue, ne servent à rien, qui n'ont pas changé l'espérance de vie des maladies pour lesquelles ils les ont traitées. Ce qui est le cas de la plupart de ces grands essais randomisés sur des milliers de personnes. Si vous avez besoin de milliers de personnes dans des effets randomisés, c'est que vous montrez des effets qui sont tellement marginaux que dans la pratique médicale, en réalité, ils sont invisibles. Donc c'est une chose un peu compliquée, parce que ça a l'air d'être de la science, les effets randomisés. Vous savez ce que c'est? Une des choses qu'on a eues, nous aussi, dans notre étude, vous savez, quand on commence à faire des études sérieuses, et pas du tout, même pas sur les trucs randomisés, sur le traitement ordinaire... Randomisé, c'est-à-dire avec un groupe contrôle, à l'aveugle, tiré au sort. Vous savez, il y a 15% des gens qui ne prennent pas les médicaments que vous leur donnez. Vous avez des gens qui l'arrêtent l'été. Et donc, quand vous cherchez des différences qui sont à 1%, vous fichez du monde, c'est pas vrai.
D'accord. Le soin, c'est ce que j'essaie de vous expliquer quand même, médecin, le soin joue un rôle absolument essentiel dans le résultat. Et bien entendu, le fait qu'une molécule marche dans 1% de cas, de plus ou de moins, ça peut jouer un rôle, mais en réalité, la qualité de l'issue, la mortalité à la fin, ou l'amélioration à la fin, elle dépend du médecin et elle dépend du malade. De la confiance qu'a le malade, de son adhésion au traitement, c'est ça qui est important. Ces études, la plupart du temps, n'ont aucun sens. Pas plus dans les maladies infectieuses qu'en cardiologie ou qu'en diabétologie. Que cherchent alors de Lancet, que cherchent vos détracteurs qui ne veulent pas... De quoi vivent-ils? Alors oui, c'est ça. Vous voulez dire qu'en fait, ils sont à la solde des labos, c'est ça? C'est pas ça. Ils sont dans un écosystème, comme encore une fois, vous voyez, environnement, oui. Un écosystème dans lequel ils ont toujours... Les gens qui sont là-dedans n'ont jamais eu une idée de recherche. Ils ont servi d'intermédiaire entre des gens qui, à l'industrie, avaient des idées et qui leur ont demandé d'inclure des malades pour valider et des fois aussi pour les habituer à prescrire des médicaments dont on n'est pas sûr qu'ils aient un usage réel supplémentaire par rapport aux molécules anciennes. Mais vous travaillez aussi avec des labos. Il y a un labo qui a été à l'IHU pendant très longtemps, Sanofi. Non, pas du tout. Jusqu'en 2015. Non, pas du tout, il n'a jamais été là. Non, c'est sur votre site aujourd'hui, de l'IHU. Il y a plusieurs labos. Non. Enfin, je veux dire, les labos, c'est pas non plus... Ils ont trouvé des médicaments contre le cancer, contre l'hépatite, contre le sida. Non, mais vous voulez c'est pas que je sois pour les labos, je m'en fiche, mais vous voulez que c'est la contradiction. Il faut écouter les contradictions. Vous voulez bien écouter ma réponse? Oui. Je vous remercie. Quand nous avons créé l'IHU, il y avait des conditions pour créer l'IHU, d'accord, qui ont été créées par l'appel d'offres de l'IHU, qui demandait qu'il y ait des industriels qui fassent partie des gens qui financeraient initialement l'IHU, soit comme fondateur. Donc, nous avons un fondateur qui a été une fondation privée qui est Mérieux, avec qui on a des liens, mais qui ne sont pas des liens de travail. Je vous expliquerai d'ailleurs pour la raison pour laquelle c'est impossible. Et deuxièmement, moi, j'avais contacté Sanofi pour la même raison d'ailleurs que maintenant. C'est parce que je pense qu'un des enjeux majeurs de l'avenir, c'est la réutilisation des molécules anciennes et que Sanofi a beaucoup de molécules anciennes, d'ailleurs, parmi lesquelles, enfin, il y a 40 boîtes qui font des génériques d'hydroxychloroquine, dont Sanofi. Donc, c'était pas la question. Et donc, Sanofi, au départ, a paru intéressé, et donc, il n'a jamais financé de recherche, ni d'équipe de recherche, ni rien du tout. Non seulement ça, mais la loi des fondations fait que vous ne pouvez pas recevoir d'argent dans une fondation dont la finalité soit prévue. C'est impossible. Vous savez ça. Oui. Donc, on ne peut, quand vous recevez de l'argent dans une fondation, vous ne pouvez pas utiliser cet argent pour quelque chose qui a à voir avec cette fondation. Vous n'avez pas le droit, c'est illégal. Donc bien sûr, on ne l'a pas fait. Alors, on va revenir ensemble sur l'épidémie. Et parce que Sanofi, vu qu'ils n'étaient pas intéressés, j'en sais rien, par le repositioning, je pense que c'est une erreur majeure. Il y a plusieurs molécules qu'on aurait bien voulu repositionner. C'est eux qui se sont retirés. C'est ce qu'ils ont dit. Oui. Tout à fait. D'ailleurs, Sanofi a publié une note aux professionnels de santé pour les mettre en garde contre l'utilisation du plaquenil, donc qu'ils produisent de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19. Donc il n'y a pas que les autorités sanitaires, si même le producteur du médicament le dit. Oui, mais alors, ce que ça me fout, je ne comprends pas votre question. Ok. Vous faites un commentaire, je m'en fous complètement. D'accord. Ça ne m'intéresse pas. Mais... Encore une fois, vous ne croyez pas que je n'ai pas demandé à Sanofi son avis, jamais. Enfin, je m'en fous de ce qu'il pense. Vous avez votre conviction et vous nous dites j'ai raison. Non, j'ai pas ma conviction. On va parler de l'épidémie quand même. On va parler de l'épidémie. Non, mais écoutez, au bout d'un moment, je ne peux pas faire plus parce que, au bout d'un moment, encore une fois, je vous dis, on ne fait pas partie du même écosystème. Donc on essaie de communiquer, mais il y a des limites à ça. Vous êtes dans un monde dans lequel votre information est médiée. D'accord? Vous êtes d'accord? Moi, je suis le médiateur de mon information. D'accord? Vous n'avez pas d'information directe. Moi, j'ai des informations directes. Donc, vous comprenez bien que notre réaction par rapport à cette situation n'est pas de même nature. Nous ne faisons pas le même métier. Donc, quand vous dites, lui me dit ça, vous me dites ça, ça m'est égal ce que vous disent les autres. Moi, mon opinion, elle n'est pas modulée, ni par ce que vous dites, ni par ce que dit qui que ce soit que vous invitiez à la télévision, je m'en fous. On va revenir sur l'épidémie. Où en est-on? Vous avez été l'un des premiers à soulever l'hypothèse d'une saisonnalité du virus. Est-ce qu'on peut
prévoir ce qu'il va se passer à l'automne et ce qui peut revenir, ce virus, ou est-ce que c'est son histoire naturelle de régresser? Je vois que vous faites l'exégèse de mes textes, mais vous faites ça assez mal, parce que je passe mon temps à dire que je ne prévois jamais rien. Donc c'est quand même... Mais en même temps, vous le prévoyez. Vous dites et puis en même temps, vous prévoyez. Et en même temps, vous non, dites... non, si, vous vous contredisez. Non. Bon, si, comme tout le monde, c'est humain. Non, mais il est probable qu'avec tout ce que je parle, je dis des bêtises comme tout le monde. Comme tout le monde. Bien sûr, parce que c'est une règle mécanique. Il n'y a que ceux qui parlent jamais qui disent jamais de bêtises. Donc, plus on parle, plus on risque de dire des bêtises. Cela étant, pour vous répondre, je n'ai pas prédit que ça serait saisonnier. J'ai dit que la plupart des maladies virales respiratoires dans les pays tempérés, étaient saisonnières. Pour des raisons que je ne connais pas, et avec un délai ou une forme de la courbe qui est dépendante de très multiples facteurs, dont y compris l'intervention politique, y compris le traitement quand il diminue la durée de la charge virale, y compris l'humidité, le soleil, la vitamine D. Et donc aujourd'hui, on en est, à votre avis? Aujourd'hui, on voit bien que petit à petit, tout ça est en train de disparaître pour l'instant. Après, est-ce que ça reviendra en automne ou est-ce que ça reviendra en hiver? J'en sais rien. Ce qui s'est passé, c'est que, si vous voulez, moi, j'ai toutes les courbes de toutes les infections virales respiratoires ici depuis 10 ans. Donc, je sais bien ce qui se passe en général. Quand elle a commencé à être sur le bas de la courbe, c'est le moment où le président a fait l'honneur de venir. Je lui ai dit, vous voyez, là, on commence à être sur la courbe descendante. Et donc, si les choses se passent comme habituellement, vous voyez, c'est un peu une courbe de Gauss. Et donc, on voit où est le sommet et ça devrait s'arrêter en mai. Vous aviez écrit fin de partie, et c'était il y a 4 mois quand même. Alors, c'est maintenant la fin de partie. Non, en Chine, encore une fois. D'accord. Non, mais soyez de bonne foi. Écoutez bien, parce qu'il n'y avait pas encore de cas en France. En Chine, c'est ce qui s'est passé. Il n'y a plus de cas à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé. Bien sûr, après, on a fait notre expérience, tous collectivement, et on a modulé les choses au fur et à mesure. Mais on a commencé par imiter ceux qui avaient l'expérience. Parce qu'effectivement, c'est ce que vous dites, c'est ceux qui ont l'expérience qu'il faut imiter, pas ceux qui ont l'expérience du sida. C'est ceux qui ont l'expérience de cette maladie-là. Et c'est les seuls qui avaient l'expérience de cette maladie-là. Ça a d'abord été les Chinois et ensuite les Coréens. Le président du conseil scientifique qui était cité par le Premier ministre jeudi dernier disait que 80% des virus de type coronavirus avaient tendance à disparaître l'été, mais que 50% de ces 80% avaient vocation à revenir l'automne. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet ordre de grandeur ou là encore, c'est impossible de prévoir? Ça ne veut rien dire. Non, mais c'est une maladie saisonnière annuelle qui revient tous les ans, le coronavirus. Donc, c'est pas une question. C'est pas une question, je ne comprends pas. Encore une fois, la plupart du temps, je ne comprends pas la question que vous me posez. Le coronavirus, c'est une maladie saisonnière, comme toutes les... Il y a 18 virus qui donnent des maladies saisonnières. Est-ce qu'on peut prédire la probabilité qu'ils reviennent en fonction de toutes les analyses que vous avez? Non, on ne peut pas, parce que c'est un virus qu'on ne connaît pas. Mais qu'est-ce que vous vouliez prévoir du SARS en juin 2003? Ça a disparu en juillet 2003, et puis on n'a plus jamais revu. Donc c'est possible, on peut aussi peut-être jamais le revoir. Et vous savez, ça dépend du réservoir, de la persistance du réservoir. On ne sait pas s'il y a un réservoir persistant dans les zoonoses, on n'en sait rien. On ne sait pas s'il va rester les porteurs. La question la plus importante pour répondre à cette question, c'est de savoir ce qui va se passer dans la zone intertropicale. Dans les zones tempérées, il y a 4 saisons. Donc il y a 4 saisons, vous vous rappelez, l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Très bien. Il y a des maladies qui sont saisonnières. Pas que l'hiver, hein. Il y a des maladies... Dans les infections virales respiratoires, par exemple, il y a une maladie qui s'appelle le parainfluenza 3 qui donne des infections seulement au printemps et seulement en automne. C'est une maladie qui est intéressante parce que, comme le Covid, elle donne des anosmies, c'est-à-dire le fait qu'on n'arrive pas à sentir. Il n'y a pas beaucoup de maladies qui donnent ça, donc on la reconnaît. C'est ce qu'on appelle les anosmies de printemps. D'accord? Donc la saison, ce n'est pas un truc qui est rigide, mais nous avons une saisonnalité parce qu'on a des saisons. D'accord? Quand vous êtes dans la zone intertropicale humide, il y a globalement 2 saisons au mieux, voire à peine une saison si vous êtes vraiment sur l'équateur. Et donc, dans cette zone-là, moi je travaille beaucoup avec le Sénégal, comme chacun sait, par exemple, vous avez de la grippe toute l'année. Simplement, vous en avez plus, paradoxalement, au moment de la saison chaude, pour des raisons qui sont compliquées, c'est-à-dire pendant l'été, que pendant l'hiver. Donc vous allez observer ce qui va se passer là-bas et c'est comme ça qu'on saura. Bien sûr, comme d'habitude, on ne peut pas prévoir, il faut observer, il faut mesurer. Nous, on a une zone au Sénégal où on va tester sans arrêt. On leur a transféré toutes les techniques. Ils ont fait plus de PCR, peut-être, qu'on a fait à Paris. Est-ce que sur le confinement, maintenant on est en train de sortir du confinement, vous trouvez que la stratégie à la fois du confinement, parce qu'il y en a maintenant qui la contestent, des professeurs de médecine, des historiens, les Suédois qui ont fait leur expérience. Est-ce que c'était la bonne chose à faire? Et est-ce que notre sortie du confinement, prudente, elle est bonne ou au contraire, il faut accélérer? En quelques mots, parce que le temps passe. Je n'en sais rien, je ne sais pas.
Je sais pas. Je sais pas, parce que le confinement répond à plusieurs questions à la fois, dont certaines, pour certaines, je n'ai pas la compétence. Dès le début, et donc peut-être que ça vous expliquera une partie de ma communication sur cette maladie, j'ai, là aussi, du fait de mes antécédents familiaux, et qui ont fait vraiment l'objet de débats et de reports dimanche de ma jeunesse, j'ai une peur terrible de la débâcle de 40. Donc j'ai peur de la peur panique. Laissez-moi terminer, je suis terrifié par ça. Si j'ai passé mon temps à dire, écoutez, allons doucement, allons doucement, allons doucement, c'est pour ça. Et si le confinement a permis d'éviter la panique, c'est bien. Et je ne sais pas le dire. Voilà. Et on ne pourra pas tenir compte de l'organisation ni suédoise ni anglaise parce que nous ne sommes pas les mêmes. D'accord ? Et donc, si les gens qui étaient à la tête de ce pays ont considéré que la meilleure solution pour éviter qu'il y ait une panique générale, que tout le monde se mette à partir sur les routes, je vous rappelle que la débâcle en 40, c'est plus de morts sur les routes que de soldats morts. Aujourd'hui, on n'a plus de raison d'avoir peur ? Moi, je ne crois pas qu'actuellement les choses soient très inquiétantes. On est dans une maladie qui est devenue très peu contagieuse. Il reste quelques cas, il restera quelques cas sporadiques pour des raisons, encore une fois, très très complexes. Et donc, mais encore une fois, que les gens qui ont été confinés pendant 2 mois, on leur dise, écoutez, on va faire progressivement pour ne pas prendre de risques parce qu'il faut faire attention, je ne trouve pas ça déraisonnable. Mais comme un citoyen, encore une fois, je ne suis pas, moi, un sociologue de la gestion de la panique. Je ne peux pas vous répondre comme scientifique, donc vous me posez des questions pour lesquelles je ne suis pas plus compétent que les autres. Vous avez présenté hier dans votre vidéo votre éclairage sur le fait que les enfants étaient moins touchés et vous avez repris cette thèse de l'immunité croisée. Donc on va expliquer simplement, en fait, c'est le fait que les enfants qui aient côtoyé d'autres coronavirus qui donnent des rhumes très classiques vont leur conférer une protection contre ce nouveau coronavirus. Est-ce qu'on sait si ça marche aussi chez les adultes ? Alors, ce qui n'est pas une thèse, c'est qu'il y a des anticorps naturels contre le coronavirus Covid-19 d'avant le Covid-19. Voilà. C'est une question de sensibilité des tests. Donc, c'est pas nous qui avons trouvé ça. Il y a des gens qui ont trouvé ça, là aussi. Il y a des gens quand même très intelligents. Nous, on travaille à Paris. Il y en a à Paris aussi. Oui, parce qu'il y en a à Paris qui ont dit, il y a un professeur à la Pitié-Salpêtrière, je peux vous citer son nom, Jonathan Freud, il nous l'a dit sur notre plateau, il en a parlé aussi. Non, mais vous savez, celui qui m'a dit... C'est important, non, parce qu'il n'y a pas que Marseille. Non, d'abord, il y a un type qui est plus fort que moi, ça m'énerve beaucoup, qui est à Paris, enfin, qui est à Paris, à Gustave Roussy, qui est Guido Kremer, et sa femme, qui est une star merveilleuse. C'est eux que vous devriez interviewer, qui sont des gens géniaux, qui, lui, c'est le meilleur immunologiste du monde. Donc, il est à Gustave Roussy et il est génial. Et on est très en contact. Elle, c'est la présidente de mon conseil scientifique. Elle est géniale. Et donc, on est en contact et on continue à travailler dessus. Et c'est eux qui m'ont dit, Didier, il y a un truc. On avait écrit un truc ensemble sur l'immunité qu'on a publié dans Cell Express. Il m'a dit, Didier, il y a un truc, il y a un papier qui est en train de sortir qui est pas encore publié, qui va sortir dans Cell sur l'immunité des cellules mémoire. Et il trouve qu'il y a 40 à 70% des gens qui ont une résistance à ça. Est-ce que c'est pas trop optimiste quand on sait que laissez-moi répondre à une la question. protection est provisoire ? Ne m'interrompez pas. Vous me posez une question, je réponds lentement. C'est une interview. C'est notre travail. Ensuite, d'accord, vous me posez une question à moi. Je vous dis comment je suis arrivé là. Vous me laissez arriver ou vous ne me laissez pas arriver ? Sinon, vous répondez vous-même aux questions. Il est sorti un 2e papier actuellement qui a fait une sérologie hypersensible sur une des protéines, ça s'appelle la protéine Spike, qui permet d'entrer dans les cellules et qui a montré qu'effectivement, il y a une proportion relativement importante. Nous, on est en train de faire un 3e travail, qui est un travail avec un Western blot hypersensible, qui montre qu'il y a des anticorps contre la capside, qui est ce qu'il y a de plus présent comme antigène dans les virus. Donc il y a 3 travaux qui montrent ça, et c'est corrélé ça avec le fait que là, on a testé 10 000, que nous qui savons faire ça, on a testé 10 000 personnes pour voir quelle était la fréquence des coronavirus autres et du Covid-19, et on s'est rendu compte que du Covid-19, il n'y en a pas chez les petits, ça commence à partir de 15 ans, et là où les choses sont les plus fréquentes pour les 4 coronavirus circulants, c'est justement les tout petits, c'est ceux qui vont à la crèche, et donc là, il y a une incidence absolument extraordinaire. Tous les ans, ça circule tous les ans, pendant de l'automne au printemps. Provisoirement, c'est une protection. Ça les protège combien de temps ? Je n'en sais rien. Pour l'instant, ce qu'on constate, c'est que les enfants, en France, apparaissent pour des raisons complexes, y compris on a testé dans des familles, on a vu dans des familles que les parents étaient infectés, les enfants n'étaient pas.
Donc on a des expériences. Là aussi, c'est des choses. Vous ne pouvez pas les deviner, ces choses. Non, il y a une étude aussi sur 600 enfants en Ile-de-France. Et vous en avez fait sur 20 000, c'est ça? Non, les premiers à avoir publié sur les enfants, c'est nous, bien avant que ça soit fait en Ile-de-France. Les deuxièmes, c'est ce que j'avais dit au président. C'est la raison pour laquelle... Laissez-moi terminer. Il a dit ça, et puis, fort heureusement, il commence à avoir des doutes, parce qu'on était seul à dire ça en France. Delfrécy disait, mais non, on ne sait pas si c'est oui, si c'est non, c'est comme d'habitude. Et puis, heureusement, une semaine après, sortait le papier sur en Islande. En Islande, ils ont testé toute la population, et ils ont trouvé exactement les mêmes résultats que nous. Donc ça, je m'en fous qu'à Paris les trouve. Ce qui m'intéresse, c'est le monde. Moi, je plaisante, c'est parce que vous avez pas mal opposé Paris et Marseille. Et je voudrais revenir quand même sur cette polémique autour de votre traitement. Est-ce que si vous l'aviez présenté de façon très, très sereine et très pas polémique justement, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux accepté, mieux entendu? Et je voudrais qu'on vous réécoute, c'était en 2012. Vous avez été auditionné devant le Sénat. Sur le plan de la popularité, et ça aurait probablement dû nous expliquer comment gérer les crises sanitaires, les Français aiment d'abord les personnels de soins et ensuite les chercheurs. Ce qu'ils aiment le moins de tout, c'est les journalistes et les hommes politiques. Quand un sujet de santé est pris en otage par les politiques pour le gérer, c'est une catastrophe. Il vaut mieux nous laisser faire ça parce que les gens ont plus confiance en nous. Alors, je pense toujours. Oui, sauf que... D'accord, mais sauf que vous vous souvenez quand même, comme moi, qu'il y a eu une pétition pour votre traitement qui a été signée par le maire de Nice, Christian Estrosi, par des élus de Marseille, par le docteur Douste-Blazy, soutenu par Marine Le Pen, par Jean-Luc Mélenchon. Vous ne l'avez pas signé, vous, quand même. Non, moi, je ne l'ai pas signé parce que je ne signe aucune pétition. Moi, je suis journaliste. Mais, moi non plus, je vous rassure. Non, mais d'accord, mais... voilà, alors les politiques, vous avez politisé votre traitement, vous l'avez politisé. Non. Je m'excuse alors, mais très profondément, très sincèrement, je m'excuse si je vous ai vexé par des généralités. Ce sont des généralités. Donc, ce que je définis, c'est que ce que je disais, c'est exact. C'était juste après la crise de H1N1. Ce que je disais, je continue à le penser. Parce que je crois que c'est factuel, c'est vrai que la crédibilité des uns et des autres n'est pas la même. Pour, en particulier, les situations de santé. Vous êtes d'accord avec moi? Donc pourquoi vous ne leur avez pas dit, écoutez, il ne faut pas mêler les torchons et les serviettes, la médecine c'est la médecine, la politique c'est la politique? Non, mais moi je me suis bah pas... si, Non, mais attendez. Eh ben, ça vous a politisé? Non, mais c'est pas que ça m'a politisé. Je ne peux pas vous dire pourquoi ils disent ça. Mais je n'ai pas été politisé du tout dans ça, mais pas du tout. Après, vous avez été instrumentalisé? Vous saviez bien que c'était un peu contre le gouvernement quand il disait ça. C'était une façon. Vous êtes assez intelligent pour savoir qu'il y a une possibilité d'instrumentalisation. Honnêtement, pour vous dire, alors je ne suis pas dans le secret des dieux, mais honnêtement, pour ce que j'en sais, en particulier des gens dont vous parlez, je ne crois pas du tout que ce soit le cas. Je vous le dis tel que je le pense. Je crois que ça n'est pas le cas du tout. Je ne crois pas du tout que Douste-Blazy était hostile à ce moment-là. Sauf Douste-Blazy, écoutez, je le connais depuis 1992, il fait partie de mon conseil d'administration. Ce n'est pas le seul que j'ai cité, vous avez bien vu que j'en ai cité d'autres. Hein. Oui, Estrosi, il y a d'autres raisons pour lesquelles lui aussi m'a beaucoup aidé. Si vous voulez, au moment où il est passé à la région, il m'a beaucoup aidé financièrement. Raoult, excusez-moi. Il fait un peu ce qu'il veut. Et si vous voulez mon avis, je ne crois pas du tout, mais pas du tout, que Douste-Blazy, que Estrosi était hostile à Macron. Pas du tout. Non, c'est vrai. Je ne crois pas. Juste que c'est apparu non, comme. Non, mais d'accord, c'est quand même apparu comme le traitement proposé par un héros, un sauveur. Des petits contre les gros, de Marseille contre Paris, comment dire, du peuple contre les élites. Et ça, c'est apparu comme du populisme. Non, je peux vous répondre? Oui. Je vais vous répondre à propos de ce que est mon expérience, d'une part, et d'autre part, de l'épistémologie de l'histoire des sciences. Je pense que, encore une fois, je ne réfléchis pas comme vous, je pense qu'à chaque fois que l'on trouve quelque chose de nouveau et d'important, il se passe toujours la même chose. D'abord, les gens hurlent, ensuite, ils disent c'est pas vrai, et ensuite, quand on trouve que c'est vrai, ils disent c'est pas nouveau. C'est le mécanisme le plus banal de la découverte, quelle qu'elle soit. Et si vous regardez, par curiosité, non seulement ce que je raconte avec plus ou moins de bonheur, mais ce qui est la série de mes découvertes dans ma vie, vous ne pouvez pas imaginer ce que chacune d'entre elles a suscité dans le milieu dans lequel je publiais. Ça a été inouï. Et donc, j'ai l'expérience, c'est une des raisons pour lesquelles je suis extrêmement patient, j'ai l'expérience de ça. Et donc, au contraire, j'explique aux plus jeunes, si vous ne suscitez pas
de réaction hostile quand vous publiez quelque chose, c'est que ça n'a aucun intérêt. C'est la nature de la vie qui est comme ça. Là, j'entends bien et je comprends très bien qu'un scientifique, il cherche et parfois il choque. Et ça fait partie de son métier. Très bien. Mais là, c'est plus de cette politisation et de ce discours. Enfin, aujourd'hui, il y a de la défiance, vous le savez bien. Il y a une défiance incroyable en France vis-à-vis des élites, justement, auxquelles vous appartenez, que vous revendiquez. Et est-ce que quand vous parlez comme ça, sur votre chaîne YouTube et en disant ils veulent ma peau, l'intelligentsia parisienne médicale. Attendez, non, vous ne l'avez pas dit. Sortez-moi ça. Non. Donc je fais de l'exégèse de mes communications. Non, vous exagérez. Je ne peux pas vous dire ça. Quand vous vous présentez un peu comme la victime, des Parisiens. Non, mais jamais personne ne m'a pris pour une victime, vous rigolez. Jamais personne ne m'a plaint de ma vie. Non, enfin, depuis que je suis tout petit. Mais je sais. Non, mais d'accord. Donc vous ne pouvez pas dire que je me présente comme une victime. Mais donc, est-ce que vous ne nourrissez pas cette défiance, et est-ce que vous... Alors, vous allez me dire, non, je ne veux pas, mais enfin, vous l'avez peut-être un peu nourri, cette défiance. Vous êtes présenté comme l'antisystème. Il y en a qui ont dit, c'est le gilet jaune des blouses blanches. Non, mais vous pouvez admettre que j'ai rectifié cette image. Très, très clairement. Je dis toujours, je suis la 4e génération d'officiers de la Légion d'honneur, fonctionnaire de la République. Il n'y a pas beaucoup comme ça. Donc, de là à passer, si vous voulez, aux paysans qui manifestent, que je respecte aussi, ils défendent leurs intérêts, ils ont bien raison. Encore une fois, c'est pas la question. Et il y a plusieurs questions qui se posent. Que je n'ai pas peur, vous avez pu le remarquer, j'ai pas peur du gros temps, et que je sache que quand on propose quelque chose qui est différent, il faut s'attendre à une tempête. Je suis pas surpris. Et là, la tempête est à la hauteur de l'émotion et de la question qui est posée, et donc je trouve ça banal. J'ai pensé que ce pays allait dans le mur, et que j'ai essayé de toutes mes forces de l'empêcher d'aller dans le mur. Et je n'y ai réussi qu'ici. Et c'est d'ailleurs, je l'ai dit, je trouve que parmi les reproches que je me fais, c'est comment faire quand les gens ne peuvent pas entendre ce que vous dites, comment on fait pour qu'ils entendent. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu. Tous les conseillers qui voulaient m'écouter, je leur ai parlé. Le ministre, je lui ai parlé. Le président de la République, je lui ai parlé. J'ai fait tout ce que je pouvais pour faire que nous n'ayons pas à la fin le score le plus épouvantable. Et je n'y suis pas arrivé. D'accord ? Donc ça, je vous concède, mais au moins, ici, c'est ce que vous disent les gens quand vous prenez un taxi. Ici, ça ne s'est pas passé. Parce qu'ici, on a fait comme on fait les médecins, c'est-à-dire on fait le diagnostic, on teste et on soigne les gens. C'est pour ça que je vous disais, est-ce que si ça avait été plus serein, est-ce que ça n'aurait pas été examiné beaucoup plus sereinement ? Et cette politisation, cet emballement, cette défiance qui s'est organisée, est-ce que vous la regrettez en fait ? Elle vous a aidé finalement ? Non, elle m'a aidé à rien. Ce que j'ai pensé, et encore une fois, la chose qui m'intéresse, c'est de me dire si dans 10 ans je suis encore vivant, de me dire écoute, tu n'as pas honte d'avoir fait ce que tu as fait. Ce que j'ai fait, j'ai pensé que ce pays partait dans le mur, que le bateau était en train de couler et qu'il fallait l'empêcher de couler. C'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai effectivement... Et là, en réalité, il faut vous poser la question de savoir pourquoi il y a eu tellement de gens qui ont écouté. C'est parce que ce sentiment était immensément partagé. Et que vous avez été parole d'espoir aussi. Ah oui. Quand il y a une épidémie, on a tous envie d'être soignés. Mais il faut donner de l'espoir aussi. Vous ne pouvez pas dire aux gens simplement, tous les soirs, en passant à la télévision, vous allez tous mourir. Si vous voulez, on ne peut pas faire ça. Enfin, un médecin ne fait pas ça. Vous savez, on ne fait pas ça. Je m'excuse, on ne fait pas ça. Quel rôle voulez-vous jouer ? Parce que maintenant, on l'a dit, votre popularité, vous êtes un des visages, peut-être le visage, en tout cas un des visages de cette épidémie terrible. Comment vous allez l'utiliser ? Quel est votre objectif ? Est-ce que c'est de prendre une forme de revanche en disant moi, on m'a enlevé parfois des labels de l'INSERM, du CNRS en 2018 ou bien des choses comme ça, on m'a pas bien suffisamment considéré alors que je suis quelqu'un ? Ou est-ce que vous allez carrément aller plus loin ? Est-ce que vous allez faire de la politique au sens noble, pas de la petite politique ? Parce que je sais que vous allez me dire, les politiciens, c'est des hologrammes, ils n'existent pas, ils n'ont aucun pouvoir. Non. C'est bien que vous fassiez la réponse à ma place, des fois que j'y arriverai pas, mais... Ah ben, j'ai tout lu, j'ai tout lu. En tout cas, je vais vous dire autre chose. Je voudrais aussi vous clarifier les choses. Vous savez, je n'ai plus de problème d'ego, pour vous dire très précisément, depuis 1997. Donc,
qui n'était pas un problème d'ego, qui était un problème de mon père qui me regardait avec l'air sévère en me disant que je n'avais pas fait autant que lui. Donc je me suis mis d'accord avec lui en 97 et depuis, je n'ai aucun problème. Quant au truc de l'INSERM, vous savez, je l'ai pris comme une médaille parce que il se trouve que dans ce pays, on a quand même coupé la tête de Lavoisier et de Condorcet. Et d'André Chénier en 92, et puis Lazare a coupé la tête quand même des 5 mecs les plus brillants en médecine de l'époque, et de faire partie peut-être même c'est prédictif d'avoir le prix Nobel, vous voyez, parce que Dossé, qui était le seul prix Nobel en activité, on lui a peut-être que ça veut dire que quand on est viré de l'INSERM dans ce pays, on devient prix Nobel, vous voyez. Vous cherchez le prix Nobel? Non, mais c'est un vote aussi pour pas chercher un truc pareil. Et vous avez eu l'air de, pas de menacer, mais de laisser peser l'idée que vous pourriez partir dans cette vidéo d'hier en disant les stars partent, les stars quittent la France. Non, pas moi. Non, mais pas moi. Encore une fois, écoutez ce que je dis. Vous savez, je suis d'une famille dans laquelle on a tout eu. Patriote. Je suis d'ici, c'est mon écosystème. Après, je ne vais pas me reconvertir à l'écosystème parce que je ne comprendrai rien ailleurs, si vous voulez. Ici, je me débrouille très bien. Vous savez, les gens, il y en a qui me médisent, d'autres qui me racontent des horreurs. Je m'en fiche complètement. Je vis très bien ici. À un moment, parce que, vous savez, pour bâtir... Donc vous restez, vous partez pas? Non, bien sûr. Vous irez répondre à la commission d'enquête parlementaire sur la crise? Bien sûr, je suis un citoyen, bien sûr. J'ai fait, le Sénat m'a demandé de venir, je l'ai fait comme on m'a demandé de le faire avant, bien sûr. Et s'il y a des gens qui autour de vous, parce qu'on va voir une image que pendant que je parle, où il y a des gens tatoués, voilà, on va la regarder, avec des gens qui ont tatoué Raoult sur eux, ils vous envoient des portraits, je les ai vus dans votre bureau, de vous. Vous l'avez vu celle-là? Oui, je l'ai vu. Écoutez, les gens sont... Les gens, d'abord, c'est pas nouveau, hein, les gens, ils ont besoin... Vous savez, dans l'évolution, l'évolution fonctionne essentiellement par imitation de ce qu'on estime. Et donc les gens ont besoin d'avoir des gens qu'ils estiment pour les imiter. Et c'est une erreur de penser le contraire. Et quand notre pays ne veut plus d'avoir son élite, si vous voulez, il fait une folie parce qu'on a besoin d'imiter. Moi, j'ai passé mon temps à imiter les gens que j'admirais. Donc j'ai une capacité d'admiration énorme. Vous voyez, j'admire Guido Kremer et sa femme. Guido Kremer, donc l'immunologiste. Qui est un type extraordinaire. Est-ce que si ces gens-là qui vous admirent tant vous disent « Allez, présente-toi en politique parce qu'ils sont trop nuls, ils sont pas bons, allez-y, allez », qu'est-ce que vous dites? Je dis on me l'a déjà posé, je dis « Vous m'insultez ». C'est-à-dire que vous me dites que je ne suis pas capable de faire mon métier et que je ferais mieux de faire autre chose. Et donc, je ne le pense pas. Je ne pense pas comme vous. Je pense que je fais très, très bien mon métier. Moi, je n'ai jamais dit le contraire. Et que donc, il faut que je continue. Et donc, à chaque fois qu'on me demande, vous ne voulez pas faire de la politique, je dis aux gens, vous m'insultez. Alors, c'est-à-dire que vous me dites que je ferais mieux de faire autre chose que ce que je fais, alors que je pense que ce que je fais, c'est très, très bien. Et si vous saviez, si vous aviez la moindre idée de ce que j'ai dans mon panier comme recherche, vous ne me poseriez pas cette question. J'ai des choses monstrueuses à sortir où les gens vont encore plus gueuler. Vous allez soutenir un candidat au municipal à Marseille? Non, je ne soutiens personne. Je ne fais pas de pétition, je ne soutiens personne, j'ai mes idées. Elles sont probablement transparentes, mais je soutiens personne officiellement, je ne le ferai pas, voilà, parce que je... Votre prochaine recherche, c'est sur quoi? Ah, vous verrez bien. Hein? Vous verrez bien. Non, on a des monstres, on a des choses monstrueuses. Aussi bien technologiquement, on a des joujoux qu'on est le seul au monde à avoir. Ce qui a été plusieurs fois le cas. Vous savez, on était les premiers à avoir des séquenceurs automatiques dans le laboratoire de microbiologie. On était premiers à faire les analyses protéiques systématiques dans le laboratoire de microbiologie. Et mon dernier joujou est monstrueux. Et mon dernier thème de recherche est monstrueux. J'ai hâte d'y retourner, que cette histoire se finisse et que j'y retourne. Parce que j'ai dû abandonner au milieu du chemin. Vous verrez bien. Et vous croyez que les autres, quand ils sont en désaccord avec vous, c'est pourquoi? C'est ça qui est important. Parce que vous avez l'impression qu'ils veulent vraiment tous se payer le professeur Raoult. Vous êtes à ce point une cible. Vous avez même évoqué le fait que vous avez reçu des menaces. Ah oui, non, on m'a menacé, vraiment. Oui, menacé. Vraiment. Non, mais la nuit, je pense que c'est quand il était bourré qu'il m'appelait. Mais il était désinhibé, probablement. C'est toujours vers minuit, 3 fois où il m'a appelé. Non, oui, il y a des gens qui m'insultent sur le plateau. Je l'ai dit, et puis clairement, le Conseil de l'ordre doit mettre fin à ça, parce que moi, je ne veux pas porter plainte. J'ai porté plainte pour le fait qu'on m'ait menacé. Pour ça, je ne veux pas porter plainte auprès du Conseil de l'ordre pour demander aux collègues, aux confrères, on n'insulte pas les confrères. Ça fait partie de la base de la déontologie. On n'insulte pas les confrères en public comme ça ne se fait pas. Enfin, vous leur dites, vous dites qu'ils n'ont pas bien géré la crise. Si c'est pas personnel, mais vous dites qu'ils n'ont pas bien géré, qu'ils n'ont pas bien soigné. Les partisans sur les réseaux sociaux sont pas tendres avec vos détracteurs. Il y a des campagnes contre ceux vos détracteurs. Il y a des campagnes sur les réseaux sociaux, comme le dit Margot, absolument. Des campagnes très violentes, très dures. Vous les découragez, vous leur dites arrêtez. Écoutez, je ne suis pas au courant, je m'en fiche.
Et ça n'est pas mon problème. C'était ni mon problème. Vous savez, je vous l'ai dit, je ne regarde pas la télévision. Je ne regarderai même pas cette émission. Ma femme la regardera, moi non. Je ne regarde pas la télévision, je n'écoute pas la radio. Et je lis rarement des journaux. Donc vous savez, la plupart du temps, je travaille ou je m'occupe de ma famille. C'est ce que je fais. Donc je ne perds pas de temps à ça. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens pensent que je suis très perturbé. Je ne suis pas perturbé parce que je ne sais même pas. Et les gens qui sont dans mon environnement savent que ça ne m'intéresse pas. Merci beaucoup. Merci, professeur Raoult, de nous avoir reçus longuement dans votre IHU. Merci, professeur. Merci, Margot. Très bien. Vous voyez, la bête n'est pas si terrible. Elle n'est pas si facile à manipuler non plus.